Mais la question est de savoir si tu as suffisamment de culture juridique. Pour le savoir, eh bien, c'est parti! Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un énorme quiz de culture juridique. Pour rappel, cette vidéo est en collaboration avec ma prépa, la prépa Dalloz, la prépa que j'ai choisie pour passer le CRFPA. Et aujourd'hui, on veut savoir si ta culture juridique est suffisamment grande pour passer notamment le grand oral. Bien évidemment, toutes les questions qui te seront posées, tu ne les connais peut-être pas encore, mais pour autant, le but, c'est bien évidemment de les retenir pour enrichir ta culture juridique pour le grand oral du CRFPA, ou tout simplement pour commencer à étoffer ta culture juridique. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la culture juridique, ça ne s'acquiert pas en un claquement de doigts. Ce n'est pas seulement en 2 mois que tu vas pouvoir assimiler autant de notions. Bien évidemment, la culture juridique, ça s'apprend petit à petit. Donc que tu sois en première année, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième année de droit, peu importe, le but aujourd'hui, c'est bien sûr d'enrichir ta culture juridique. Alors, comment on va procéder? Très simplement, en lien dans cette description, tu peux télécharger totalement gratuitement le petit carnet de culture juridique avec 30 questions de culture juridique. Tu peux bien évidemment imprimer ce petit carnet pour te permettre de t'exercer au mieux. Alors, à quoi ressemble ce petit carnet? Je l'ai imprimé pour toi pour te montrer tout simplement, eh bien, en première page, culture juridique, et au dos, eh bien, c'est bien évidemment le grand bravo après avoir fait les 30 questions qui te seront posées. Donc, tu imprimes le petit carnet et tu auras donc toutes les questions avec différentes options et même parfois, il va falloir que tu rédiges. Bien évidemment, tu peux te chronométrer pour essayer d'aller assez rapidement. Il y a 30 questions, donc on peut imaginer que tu prends 1 minute par question maximum pour répondre. Alors, à toi de me prouver aujourd'hui et de te prouver à toi évidemment que tu as suffisamment de culture juridique ou tout simplement que tu souhaites enrichir ta culture juridique. Donc télécharge gratuitement ce petit carnet et ensuite reviens sur cette vidéo où on voit ensemble toutes les réponses. Alors j'imagine que tu as téléchargé le carnet, que tu as répondu à toutes les questions, même parfois ça a été difficile, parfois c'était plus simple. Peu importe, aujourd'hui et dans cette vidéo, eh bien on revoit ensemble toutes les réponses des 30 questions qui t'ont été posées. Question numéro 1, quelle différence fais-tu entre abolition et abrogation? Ici, c'est très simple. L'abolition, c'est un acte juridique qui met fin à un fait de société, comme par exemple l'abolition de la peine de mort. L'abrogation, quant à elle, est un mécanisme juridique par voie législative ou réglementaire qui va annuler pour l'avenir, donc, un texte législatif ou réglementaire. Question numéro 2. Quelle œuvre littéraire a condamné le recours à la torture en démontrant notamment l'absence du caractère probant de l'aveu par ce procédé? Eh bien ici, c'est très simple, c'est l'œuvre de Beccaria, des délits et des peines, qui va donc condamner les procédures de torture qui étaient donc exercées il y a de nombreuses années pour justement obtenir des aveux judiciaires. Question numéro 3. Quelles sont les 3 conditions pour obtenir l'aide juridictionnelle? Ici, c'est percevoir des ressources inférieures à un plafond, l'action doit être recevable et fondée, et enfin, le justiciable ne dispose pas d'une assurance de protection juridique couvrant les frais. 4e question. Comment appelle-t-on le paiement que reçoit l'avocat? Ici, bien évidemment, on appelle ça une rétribution, pas un salaire. Bien évidemment, si l'avocat est en entreprise et un avocat salarié, évidemment, ça sera un salaire. Mais un avocat qui est donc libéral et qui travaille donc pour lui-même, on parle ici de rétribution. 5e question. Une personne bénéficiant du RSA peut-elle avoir automatiquement l'aide juridictionnelle? Eh bien ici, c'est oui. Il y a différents cas où les personnes ont l'aide juridictionnelle de façon automatique. On ne va même pas essayer de rechercher les 3 caractères que nous avons vus précédemment. Ici, une personne qui bénéficie du RSA a l'aide juridictionnelle. 6e question. Qu'est-ce que l'amnistie? Eh bien, c'est très simple. L'amnistie efface la condamnation et va permettre au condamné de retrouver son sursis qui lui avait été accordé. 7e question. De quoi parle l'article 515-14 du Code civil? Ici, c'est un article important puisqu'il est assez récent. En effet, c'est l'article qui parle donc du statut des animaux. En effet, depuis peu, les animaux sont des êtres vivants, dotés de sensibilité. Et c'est l'article 515-14 du Code civil qui nous le dit. 8e question. L'apatride est, tout simplement, la personne n'ayant aucune nationalité. 9e question. En matière civile, les audiences ne sont pas publiques? Eh bien non, évidemment. Toutes les audiences pénales et civiles sont publiques. 10e question. À quoi renvoie le principe de contradictoire?
Eh bien ici, le principe du contradictoire, c'est un principe qui est fondateur. En effet, cela permet aux parties évidemment d'échanger leur point de vue avec bien évidemment leurs avocats entre eux. Ensuite, le principe du contradictoire, c'est également le débat qui va pouvoir être mené pendant une audience, et notamment, c'est un principe qui doit être respecté tant vis-à-vis du juge que vis-à-vis des avocats entre eux. 11e question. La comparution pendant l'épidémie du Covid-19 d'un accusé en visioconférence devant la cour d'assises, ainsi que la restriction de l'accès du public aux audiences, porte-t-elle une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense? Eh bien oui, c'est le Conseil d'État qui nous le dit très simplement en 2021, qui a été saisi donc d'une affaire où un accusé devait passer donc en visioconférence, une audience qui n'était donc pas publique puisqu'avec l'épidémie du Covid-19 on ne pouvait pas être rassemblé évidemment. Pour autant, le Conseil d'État a jugé que c'était une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense. 12e question. Qui administre les barreaux de France? Eh bien, sache que c'est le Conseil de l'Ordre. 13e question. Quel est le serment prêté par l'avocat? Ici, je t'avais mis 3 serments. Il y en avait bien évidemment un qui était juste, un qui était complètement faux et l'autre qui était faux. Complètement faux pourquoi? Eh bien regarde, le deuxième serment que je t'ai mis, c'est le serment d'Hippocrate. Ce n'est pas du tout le serment des avocats. Le serment d'Hippocrate pour ta gouverne, eh bien c'est le serment que prononcent les médecins. Donc, le serment prêté par l'avocat, c'était le premier. Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. 14e question. Qui est la première femme avocate à plaider? Eh bien ici, c'est Jeanne Chauvin. En effet, en 1900. 15e question. À partir de quel montant la présence d'un avocat est exigée pour une demande en référé? Eh bien, c'est 10 000 €. 16e question. La GPA, gestation pour autrui, est-elle légalisée en France? Eh bien non. 17e question. À quelle date a été institué le Conseil d'État? Eh bien, c'est par la Constitution du 22 Frimaire en 1799. 18e question. Quel est le rôle du Conseil supérieur de la magistrature? Eh bien, le Conseil supérieur de la magistrature a un rôle vraiment très important, notamment vis-à-vis du président de la République, qui va permettre donc d'assurer surtout l'indépendance judiciaire des magistrats. 19e question. Quelle est la limite principale de la liberté contractuelle? Eh bien, évidemment, c'est l'ordre public. Aucune convention ne peut déroger à l'ordre public. 20e question. De quand date la question prioritaire de constitutionnalité? Eh bien, sache que c'est en 2008 que cette QPC est arrivée. Mais la première QPC qui a donc été formulée date de 2010. 21e question. Qu'est-ce qu'un contrôle de conventionnalité? Eh bien, c'est un contrôle qui est opéré entre un règlement ou encore une loi vis-à-vis d'un traité international. Ce contrôle permet de favoriser et de garantir la supériorité des traités internationaux vis-à-vis des lois internes. 22e question. Quel arrêt marque la supériorité des traités internationaux sur les lois? Eh bien, c'est l'arrêt Niccolo de 1989. 23e question. De quelle année date le costume des avocats? Eh bien, sache que c'est depuis 1802. 24e question. Combien de citoyens sont tirés au sort pour assister à la cour d'assises? Eh bien, c'est 6. En effet, 6 citoyens sont tirés au sort et ils n'ont pas le droit de ne pas venir. En effet, c'est une obligation. 25e question. Y a-t-il plusieurs cours de cassation? Eh bien non, évidemment. Il n'y en a qu'une et c'est bien l'unicité de la cour de cassation qui fait toute sa force. 26e question. Qu'est-ce que le déni de justice? Eh bien, le déni de justice, ça ne se résume pas en 4 lignes, évidemment. Pour autant, pour te faire un résumé assez large, c'est le fait pour une juridiction de refuser de juger, de trancher une affaire. Tout le monde a le droit à la justice. Donc, dès lors que un tribunal se dit incompétent, imagine 2 tribunaux se disent incompétents, il va falloir absolument que les justiciables puissent trouver, évidemment, le tribunal qui va pouvoir trancher les affaires. Donc il peut y avoir des conflits négatifs, positifs, donc ici c'est le tribunal des conflits qui va donc pouvoir déterminer la juridiction compétente. 27e question. Quels sont les éléments de l'ordre public? Eh bien, ils y sont tous. En effet, la sécurité, la salubrité, la tranquillité, la dignité humaine et enfin la moralité publique. 28e question. Qu'est-ce qu'est pour toi le droit à la sûreté? Eh bien, c'est le droit qu'a chaque individu d'être protégé contre l'arbitraire et donc d'être condamné pour des faits qu'il n'aurait pas commis ou encore d'être condamné sans jugement. 29e question. De quand date la grande réforme en droit des sûretés? Eh bien, cette réforme est arrivée en septembre 2021. Enfin,
Quelle décision t'a le plus marqué et pourquoi? Ici, c'est une question qui n'est pas forcément culture juridique en tant que telle, mais je la trouvais très intéressante parce que c'est une question qui peut te déstabiliser et qui peut parfaitement être posée en grand oral. Le jour où, eh bien, un jury du grand oral te pose cette question en plein exposé, tu peux avoir plein d'idées en tête et pour autant être totalement perdu. Donc, pour moi, c'était important de te poser cette question pour que tu réfléchisses en amont à une décision qui t'a le plus marqué dans tes études. Pour ma part, c'est plutôt l'arrêt Morsang-sur-Orge, donc avec le dégagement du principe de la dignité humaine qui fait donc partie depuis peu des éléments constituant l'ordre public. Pourquoi est-ce que cette décision m'a touchée personnellement? Parce que c'est une décision qui a déjà apporté un élément supplémentaire à l'ordre public et qui va un petit peu plus loin en ce qui concerne la considération de la personne en tant que telle. Oui, on est bien évidemment notre propre arbitre de notre propre vie, mais ici l'État, oui, s'incruste un petit peu dans notre façon de nous voir proprement, mais pour autant, il nous permet de nous protéger et de nous auto-limiter dans notre perception de nous et dans notre comportement. Donc c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas cette décision, je te conseille d'aller la lire. On l'appelle aussi le lancer de nain. Donc c'était une décision qui a été rendue concernant un nain qui souhaitait se faire lancer parce que c'était un jeu dans un bar. Voilà, il était tout à fait content de faire ce jeu. Il était, voilà, il avait un casque, il y a différentes images qu'il démontre, mais il était tout à fait conscient du danger et il le souhaitait se faire lancer, voilà, parce que c'était le jeu. Pour autant, eh bien, ce jeu a été censuré et on a dégagé donc ce principe de la dignité humaine qui personnellement me touche beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce quiz. En tout cas, j'espère qu'il t'a plu. Pour rappel, tu bénéficies de moins 5% avec la prépa Dalloz avec le code Constance5. Bien évidemment, cette vidéo t'a permis, je pense, d'étoffer ta culture juridique. N'hésite pas à mettre ton score tout simplement en commentaire, de liker cette vidéo et de la partager à tes amis. En tout cas, sache que la culture juridique, ça s'apprend sur le long terme, ce n'est pas du jour au lendemain que ça s'acquiert. Donc j'espère avec cette petite vidéo avoir su t'aider. N'hésite pas à me rejoindre également sur mes réseaux sociaux Instagram et TikTok. Et moi je te souhaite un bel été et une bonne journée. À bientôt!